collectionnent ses pierres, ils ont compassion de sa poussière. Alors les nations craindront l'Éternel, et tous les rois de la terre ta gloire. Quand l'Éternel rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, il se tournera vers la prière des dépouillés, il ne méprisera pas leur appel, que cela soit écrit pour la génération future. Psaume 102. Prière d'un malheureux quand il est défaillant et qu'il épanche sa plainte devant l'Éternel. Éternel, entends ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne cache pas ta face au jour de ma détresse. Madame la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde, retenue, Monsieur l'adjoint au maire représentant Monsieur le maire de Bordeaux, Mesdames, Messieurs les parlementaires ou leurs représentants, Mesdames, Messieurs les représentants des collectivités locales, départementales et régionales et des intercommunalités, Monsieur le rabbin de Bordeaux, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et religieuses en vos grades, Mesdames, Messieurs les présidents des associations, chers amis. La crise sanitaire il y a 2 ans, la canicule aujourd'hui, nous amène à nouveau à célébrer dans des conditions particulières et limitées cette journée nationale de juillet inscrite au patrimoine de notre République. En comité restreint, mais présent tel des veilleurs, voilà qui nous rappelle combien notre humanité demeure fragile. Quelques jours après notre fête nationale, nous sommes ici pour rappeler à tous que l'antisémitisme et le racisme sont hélas des poisons toujours actifs aujourd'hui dans notre pays, et les événements récents tentent, si besoin en était, de nous le démontrer, mais nous sommes également là pour nous souvenir. Il y a 80 ans, en juillet 1982, la France est déjà soumise depuis 2 ans à la barbarie nazie. Nombreux sont ceux qui en ont déjà découvert et subi la cruauté, mais ce qui vient n'est même pas pensable, et rares sont, à cette époque, les Français capables de s'imaginer la suite. On ne sait pas, on ne veut de toute façon pas trop savoir, et quand on saura, on ne croira pas, on tâchera d'oublier. 80 ans après, nous sommes là pour dire et répéter les faits, pour dissiper l'oubli, pour combattre le déni, pour rendre hommage aux disparus, pour parler enfin que jamais ne reviennent ces choses que je vais à présent rappeler. Nous sommes en France, au début de l'été 42, dans l'ombre des hôtels particuliers, au siège des dirigeants nazis. Installé à Paris, vient d'être conclu un accord scélérat, mortel, avec les représentants du gouvernement pétainiste de Vichy, dans le prolongement des accords de Wannsee de janvier 1942. Selon cet accord, les fonctionnaires allemands et la police française vont organiser des rafles dans la population juive tout au long de l'été 1942, dans toute la France, zone occupée et non occupée. La Grande Rafle, dite du Veldiv, fait partie de ces opérations baptisées « Vent printanier », un nom bucolique pour désigner une sinistre entreprise déployée dans tout le pays. Déjà en juin 1942, les autorités françaises, dirigées par Philippe Pétain et Pierre Laval, ont décrété le port obligatoire pour les Juifs de France d'une étoile jaune cousue, bien visible sur leurs vêtements. Le pire s'annonce, on ne veut pas le voir, on ne le voit pas. Le 10 juillet 1942 se tient à Paris une réunion préparatoire aux arrestations massives de la population juive. Les forces d'occupation allemandes stationnées à Paris sont dans l'incapacité d'assurer des dizaines de milliers d'arrestations. Et donc, en très peu de temps, on parle d'une rafle qui visait comme objectif quelques 30 000 personnes en seulement 2 jours. Qu'à cela ne tienne, les autorités de Vichy vont s'en occuper, réclamées par les occupants nazis. Les déportations de Juifs de France seront donc organisées par les autorités françaises de l'État pétainiste, avec Pierre Laval, Louis Darquier-Pellepoix, René Bousquet, Jean Le Gay, pour ne citer que les plus hauts responsables, les plus hauts sinistres responsables. Leurs décisions seront mises en œuvre dans la hiérarchie policière jusqu'aux plus humbles gardiens de la paix, dans les commissariats de quartier. Les fonctionnaires et les agents ne s'y déroberont pas ou iront jusqu'à s'y opposer, et il y en aura, seront punis, jugés et condamnés par leur chef. C'est ainsi que se met en place un monstrueux crime de bureau, une abominable entreprise de mort, grâce à la simple chaîne d'exécutants ne voulant pas avoir d'ennui. Près de 5000 policiers parisiens sont mobilisés dans une rafle de 2 jours. Certains feront du zèle, d'autres se révéleront des héros, sauveront des familles qui viendront la veille,
fermeront les yeux, organiseront même les fuites. Certains seront honorés plus tard du beau nom de justes, comme le seront des milliers de citoyens qui ont, au péril de leur vie, protégé des femmes et des enfants juifs. Et c'est aussi à eux que nous pensons aujourd'hui. Les faits sont connus, quoique, selon de récentes enquêtes auprès des plus jeunes, il apparaît que l'ignorance est revenue. L'ignorance qui permet tout. C'est pourquoi nous devons ranimer les mémoires, répéter et transmettre. Alors que nous commémorons les 80 ans de la tragédie du Veldiv, alors que les derniers témoins se font rares et dans une époque aujourd'hui aussi troublée que menaçante, je crois indispensable d'ausculter le mal, d'en pointer la genèse, de rappeler comment cette banalisation de l'épouvante s'installe, afin d'être bien conscient que le pire peut toujours arriver. Chaque détail compte, chaque détail doit être dit pour comprendre l'enchaînement des faits, pour apprendre à nous méfier d'une histoire affreusement banale, comme le dirait Hannah Arendt, affreusement humaine. Comment est-ce possible? Il faut le redire et répéter. Dès le soir du 13 juillet, il y a des fuites, des policiers parlent, préviennent, on voit des familles s'enfuir, des voisins de paliers s'organiser pour cacher les enfants, les amener loin et très vite, et ainsi la RAF, loin d'attendre son objectif de 27 000 arrestations, s'en tiendra au chiffre déjà effrayant en soi de plus de 13 000 en moins de 2 jours. Plus 13 152 personnes juives de France sont raflées chez elles, transportées dans des conditions innommables et assassinées dans les camps d'extermination nazis. Parmi elles, le pire de tout, 4115 enfants ayant entre quelques mois et 16 ans. Tous seront déportés, aucun ne reviendra. Chez les adultes, plus de 8000, moins d'une centaine ont survécu. Les disparus de cette énorme race parisienne représentent à eux seuls 1/6 des quelques 75 000 Juifs de France disparus dans la Shoah. Il faudra attendre 25 ans pour que soit établie, preuve à l'appui, que cette entreprise assassine avait été menée par la police française aux ordres de l'État pétainiste de Vichy. 16 juillet, 4 heures du matin, bousculade dans les escaliers, coups violents dans les portes d'appartements. Vous avez 5 minutes pour prendre des affaires. Fermez l'électricité et le gaz. Laissez vos clés chez la concierge. Ainsi a raconté Maurice Rachsus, qui parvint à s'échapper. Il avait 14 ans. Autre témoignage, celui de Lazar Piktovitch, arrêté avec ses parents et l'une de ses sœurs dans l'appartement du 18e arrondissement. Il avait 14 ans. Tout le monde est coupable en quelque sorte. Nous sommes tous arrêtés. Le jeune Lazare parviendra à s'évader du Veldiv. Il n'a jamais revu ses parents. Le Vélodrome, c'est le temple du sport parisien, rue Nélaton, dans le 15e. Dans ce haut lieu des fêtes populaires et sportives de la capitale, sortie de terre en 1909, avec la mode du cyclisme, les policiers français vont parquer 8160 personnes, dont près de 5000 enfants. L'occupant allemand, pourtant, n'avait pas exigé l'arrestation de ces enfants. Faute d'eau, de nourriture, la situation devient très rapidement tragique. Durant 5 jours et 6 nuits, les voisins de la rue Nélaton entendront les cris de cette foule enfermée parce qu'elle est juive. Les calvaires se poursuivra, le transfert, comme cela a été rappelé, en wagon de marchandises vers les camps français du Loiret. Pithiviers, où un musée doit être inauguré cet après-midi dans l'ancienne gare par Monsieur le Président de la République et dont on attend un discours offensif, c'est ce qu'on espère, et Bonne-la-Rolande. Enfin, le déchirement de la séparation des parents et de leurs enfants, puis le transfert à Drancy, la gare de Bobigny, l'enfer de la déportation et l'assassinat à Auschwitz-Birkenau. Après la guerre, une chape de plomb a recouvert la Shoah et donc la tragédie du Veldiv. Dès le mois d'octobre 1942, au Veldiv, Marcel Cerdan, pour ne citer que lui, recommençait à disputer de fameux matchs de boxe suivis par toute la France. En 1959, le Veldiv est finalement rasé. Il faudra attendre 3 ans pour qu'une plaque soit inaugurée à l'occasion des 20 ans de la RAF. En 1992, François Mitterrand, alors président de la République, marque de sa présence la cérémonie de la RAF du Veldiv. Il n'y prononce aucun discours. Toutefois, il institue par décret une journée nationale. Et enfin, le 16 juillet 1995, soit 53 ans plus tard, le discours historique du président Jacques Chirac reconnaissant la responsabilité totale de l'État français dans la mise en œuvre de la Shoah sur notre territoire. 53 ans pour que soit proclamée la vérité des faits, pour que s'installe dans l'imaginaire collectif la RAF comme un symbole des persécutions contre les Juifs,
et le Veldiv comme l'antichambre de la déportation et l'assassinat de masse. Alors oui, il faut répéter, non sous forme d'incantation, un peu rituel, mais en apprenant à ceux qui grandissent le détail de l'engrenage, afin que chacun soit pleinement conscient de ce qui peut arriver si l'on ne prend pas garde aux petits signaux annonciateurs de haine, aux petits renoncements, aux mouvements qui enflent et portent une possibilité du pire. En ce jour de deuil, d'affliction pour notre disparu, rappelés, et leurs familles, en ce jour de lumière pour notre mémoire, nous devons évoquer le souvenir brûlant de ceux que la haine antisémite frappe de nos jours, cette litanie insupportable de victimes d'un antisémitisme qui ne désarme pas. Portons leur mémoire. Souvenons-nous d'eux. Souvenons-nous en particulier de Sarah Halimi, victime de la haine antisémite, battue et jetée par le balcon de son logement en 2017. Souvenons-nous de Mireille Knoll, rescapée de la Shoah, assassinée de 11 coups de couteau en 2018 chez elle, à Paris. Elle avait 85 ans. Souvenons-nous encore d'Ilan Halimi, lui aussi assassiné parce que juif, âgé d'à peine 23 ans. Souvenons-nous de même de Miral Monsénégo, 7 ans, Gabriel, 4 ans, Arié, 5 ans, et Jonathan Sandler, 30 ans, abattu de sang-froid à Toulouse dans la cour de l'autre école, un matin de mars 2012. Souvenons-nous aussi des clients et employés d'Hypercacher, parisiens attaqués en janvier 2015 durant cette vague d'attentats islamistes qui a pétrifié notre pays et qui continue de frapper chez nous et chez nos voisins. Souvenons-nous ici aussi de ce professeur, de ce lieutenant-colonel, de ce prêtre, de ce commandant, de ce brigadier, de cette policière et de toutes les victimes innocentes de la barbarie islamiste. Aujourd'hui, notre République semble assaillie par le doute. Les valeurs de fraternité incarnées par notre culture semblent bousculées par une actualité porteuse de haine. L'heure est donc plus que jamais à la réaffirmation de ce en quoi nous croyons, la liberté de penser, le respect de l'autre, l'égalité des chances, un fraternel sens du collectif, un combat permanent contre l'individualisme, car nous vivons en état d'urgence pour la fraternité, nous vivons un temps inquiet et face aux inquiétudes en société, il nous faut chercher comment répondre. Nous connaissons les voix qui calment, les joies qui rassemblent. C'est le moment de nous souvenir de nous, les vivants, et de mettre en œuvre sur le terrain nos valeurs d'espérance. Enfin, pour conclure, je citerai les paroles de l'ancien président de l'État d'Israël, Shimon Peres. 6 millions de notre peuple vivent dans nos cœurs. Nous sommes leurs yeux qui se souviennent. Nous sommes leurs voix qui crient. Je vous remercie de votre attention. Garde à vous. Message de la secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire pour la Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage au Juste de France. Il y a 80 ans aujourd'hui, le 16 juillet 1942, la France s'enfonçait dans la nuit. Sous les ordres du gouvernement de Vichy et sur demande de l'occupant nazi, des fonctionnaires de la police française lançaient la plus grande rafle de l'histoire de l'occupation. En 2 jours, 13 000 personnes répertoriées comme juives par les autorités administratives furent arrêtées, sorties de force de leur domicile, menées dans des lieux de rétention pour être parquées et triées. Dans l'enceinte du Vélodrome d'hiver, autrefois réservé à la convivialité des compétitions sportives, 8000 femmes, hommes et enfants furent entassés, 5 jours durant, sans eau ni nourriture, dans des conditions d'absolue inhumanité. Après leur passage par des camps de transit de Drancy, de Beaune-la-Rolande, de Pithiviers, ils furent conduits à Auschwitz. Aucun des 4115 enfants ne revint. En ce jour anniversaire, qui est notre journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage au Juste de France, nous nous inclinons devant leur mémoire. À travers eux, nous recueillons en souvenir des 67 000 vies volées par la barbarie nazie et la complicité des autorités françaises. Et parce qu'au cœur des pires ténèbres que traversa à jamais notre République, une flamme de fraternité et d'humanité persista malgré tout, nous rendons aussi hommage aujourd'hui au Juste de France, grâce à ces milliers de Françaises et des Français illustres ou anonymes, de toutes conditions, de toutes origines, qui prirent les plus grands risques pour sauver la vie de celles et ceux qui étaient pourchassés. Les 3/4 des Juifs de France purent survivre à la Shoah. Leurs gestes nous obligent, ils les distinguent aussi. Ils nous rappellent que sous la chape de haine et de nuit tombée sur la France dans les années d'occupation,
Des lumières, par milliers, refusèrent de s'éteindre. Ces mots de gratitude, offerts au Juste de France par le président Jacques Chirac et Simone Veil, furent inscrits solennellement sur les murs du Panthéon en 2007. Ils expriment combien l'exemple des Justes incarne l'exigence de solidarité et de fraternité qui fait l'esprit de la République française. Devant cet exemple, nous exprimons notre reconnaissance et notre respect. Comme le général de Gaulle qui sauvait à Londres l'honneur de la France, soutenu dans l'Hexagone par une armée de résistants agissant dans la nuit de l'occupation, qu'assombrissait encore la collaboration de Pétain et de Laval dans la noirceur de cette guerre, les Justes ont été le visage de la France. À nous, Françaises et Français d'aujourd'hui, d'être dignes de leur héritage et de leur courage en regardant en face toute notre histoire, ses lumières comme ses ombres. 80 ans après la rafle du Veldiv, alors que nous quittent peu à peu les ultimes témoins de cette tragédie nationale, nous opposons fermement à l'oubli et à l'indifférence un engagement solennel de vérité et de mémoire. La grandeur de la République, c'est sa lucidité devant son histoire, sa fierté devant l'héroïsme de celles et ceux qui ont sauvé la vie de leurs compatriotes et l'honneur de leur patrie, défendant envers et contre tout les valeurs qui font notre devise et qu'en ce jour il nous appartient de clamer partout en France. Fraternité. Vive la République, vive la France. Garde à vous. Présentez. Armes. Gerbe de l'association des Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation. Gerbe du Conseil représentatif des institutions juives de France. Gerbe de Monsieur le maire. Gerbe de Madame la Préfète.